Bienvenue à cette session d'information. Elle va porter sur le cadre d'amélioration de la qualité de données du Fonds mondial. C'est des nouvelles directives qui, euh, qui ont été émises par notre équipe. Donc, tout d'abord, je m'appelle Joanna Barczyk. Je travaille avec l'équipe centrale de suivi d'évaluation au Fonds mondial qui s'appelle MECA. Et la responsabilité de cette équipe est de traduire les directives de nos partenaires techniques pour les directives pour les équipes pays pour comment appuyer donc les investissements dans les systèmes d'information nationaux. Nous avons ressenti pas mal de pression par des voix externes en disant que le Fonds mondial potentiellement ne fait pas assez en investissant dans la qualité de données dans les systèmes nationaux des pays que nous appuyons. Vous savez aussi que dans beaucoup d'audits de l'inspecteur général, c'est un des défis qui est toujours souligné. Il y a aussi, comme vous savez, beaucoup d'évolutions en ce qui concerne les SNIS. Il y a des opportunités d'innovation. Donc, nous avons pensé que c'est vraiment un bon moment de revoir un peu comment nous appuyons les pays avec les interventions de l'investissement de la qualité des données. Et nous avons émis ces directives. Euh, dans ces directives, nous avons vraiment veillé à nous appuyer sur des pratiques, des bonnes pratiques qui sont déjà bien observées dans les pays. Nous avons rien introduit qui est spécifique au Fonds mondial. Nous nous sommes reposés sur des outils qui existent déjà ou des innovations qui sont en train de se mettre en place pour vraiment appuyer les pays le mieux possible dans le renforcement de leur système d'information sanitaire. Et en ce faisant, nous pensons que nous allons aussi avoir de meilleurs résultats sur la qualité de données. Donc, la session aujourd'hui va porter sur une présentation de ma part qui est en résumé de ce que vous trouvez dans les directives et elle va être suivie par des questions et réponses et des commentaires de votre part. Diapo, s'il vous plaît. Donc, juste en vous disant que, comme d'habitude, on a un peu pris de retard sur la version française du document. La version anglaise, elle est déjà disponible sur notre site web, mais d'ici au plus tard, la fin de cette semaine, nous allons aussi mettre la version française. Donc, elle sera bientôt disponible et vous allez aussi avoir accès à cette présentation tout de suite après cette session. Diapo, s'il vous plaît. Donc, comme vous le savez certainement, parce que c'est vous qui collectez les données dans votre système et vous rapportez au Fonds mondial, il y a quand même un grand progrès qui a été fait dans certains aspects de la qualité de données. Ici, vous allez voir quatre résultats que le Fonds mondial a collectés à travers les cadres de performance et ces quatre éléments font partie d'un KPI, donc d'un indicateur clé que nous avons aussi dû rapporter à notre conseil d'administration. Et vous voyez ici donc des énormes progrès en ce qui concerne, par exemple, le déploiement de systèmes digitalisés. Donc, 98% des systèmes sont digitalisés. Juste en spécifiant que le dénominateur ici, c'est les pays à haut impact et corps. Donc, c'est les pays qui reçoivent davantage notre attention parce que ils ont un plus grand fardeau de la maladie et aussi parce qu'ils reçoivent le plus d'investissement de la part. Euh, oh oui, Abdraman, nous avons commencé, vous ne nous entendez pas? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont un souci? On vous entend bien, Johanna? Abdraman, de notre côté, c'est bon, c'est local, ok. Donc, merci beaucoup pour la confirmation. Euh, donc voilà, le dénominateur, c'est les pays haut impact
et corps. Vous voyez aussi sur le diapo que l'intégration des sous-systèmes des maladies a vraiment progressé, donc de 45% à 92%, ce qui est vraiment un grand résultat. La complétude, elle était déjà assez élevée, elle stagnait autour de 90%, mais il faut dire ici aussi qu'il s'agit de la complétude de rapportage, ce qui ne parle pas de la qualité des rapports qui sont soumis, ce qui est un peu en défi de cet indicateur. Et vous voyez aussi que la promptitude, malheureusement, elle n'a pas avancé autant qu'elle aurait dû. On est à 78%. Donc ça, c'est des résultats des 51 pays qui sont dans la cohorte. Donc évidemment, ça masque un peu les variances entre les pays, mais aussi les variances à l'intérieur d'un pays. Diapo, s'il vous plaît. Nous avons aussi regardé les facteurs de vérification. Donc, comment dire, les facteurs de vérification, donc l'exactitude de données. Voilà, c'est le mot en français. Le Fonds mondial a appuyé entre 2017 et 2022 et même à aujourd'hui la mise en œuvre des DQR de portée nationale basées sur les directives de l'OMS. Et dans les pays où on ne pouvait pas mettre en œuvre des DQR nationaux, c'est des DQR ciblés qui ont été mis en œuvre euh, avec les éléphants. Et ici, vous voyez les résultats. Et on constate que 80% des points qui ont été, des points de données qui ont été audités se retrouvent quand même dans la catégorie de la bonne qualité de données et de la qualité modérée. Donc, c'est quand même des bons résultats. Vous voyez ici aussi, on a fait ressortir un peu les variances entre les maladies. Voilà, le paludisme, normalement, il y a un peu plus de difficultés. Donc, la qualité de données, elle est un peu moins importante. Diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a du progrès qui a été fait, mais il y a quand même encore des opportunités d'amélioration. Nous avons constaté, basé sur la revue de, disons, entre 40 et 50% des demandes de financement pour le GC7 qui ont été soumises, que les demandes de financement dans les activités et interventions de qualité de données sont très fragmentées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup dans les demandes des subventions par maladie. Pourtant, nous pensons que le problème de la qualité de données est plutôt systémique. C'est pas vraiment lié à une maladie, parce que s'il y a des qualités de les insuffisances dans la qualité de données pour le paludisme, c'est aussi fortement probable que c'est aussi un problème pour d'autres indicateurs de santé, parce que très souvent, et ça dépend évidemment de l'organisation de vos services de santé et de vos ressources humaines, mais si c'est des sites, si c'est des formations sanitaires avec une plateforme technique modérée ou simple, c'est souvent la même personne qui collecte les données pour tous les services de la santé et les rapporte. Donc, si la personne a la peine pour, euh, pour rapporter des données sur le palu, très probablement, elle va aussi potentiellement avoir des problèmes sur les autres indicateurs de santé parce que peut-être les conditions ne sont pas remplies. Elle a peut-être pas les outils de collecte de données ou de rapportage. La personne n'a pas pu être formée dans les indicateurs de santé sur lesquels elle doit collecter les données. Peut-être il n'y a pas des supervisions qui passent pour voir si les choses se font bien, etc., etc. Donc, nous pensons que c'est quand même une approche systémique qui est demandée pour améliorer la qualité de données. Nous avons aussi vu dans les dernières demandes de financement qu'il y avait des endroits où les investissements liés à la qualité de données ont
toujours, mais vraiment toujours dans les 40 à 50%, je peux vous dire, chaque pays avait mentionné la qualité de données en tant que défi clé. Mais il y avait quand même des instances où les interventions ont été dépriorisées. Et nous comprenons ça, parce que s'il n'y a pas suffisamment de financement, c'est plus facile de diriger l'investissement disponible vers les entrants, parce que voilà, on peut avoir un impact rapide, mais les résultats sur l'amélioration du système, ça peut durer des années et on ne voit pas les résultats immédiatement. Mais c'est quand même très important et aussi quand dans le futur, de continuer d'investir dans le système d'information sanitaire parce que en améliorant la qualité des données, vous allez savoir qu'est-ce qui sont en fait vos besoins, qu'est-ce qui sont les besoins dans les entrants, qu'est-ce qui sont les besoins programmatiques. Euh, c'est pour ça que en fait cet investissement de long terme dans le système et dans la qualité des données est vraiment très très important. Pendant longtemps aussi, nous avons constaté que les investissements dans la qualité des données se sont trop concentrés sur la mise en œuvre des audits de qualité de données, donc les DQR nationaux. Euh, on a investi énormément parce que c'est des activités assez coûteuses, y inclus s'il y avait une assurance qualité externe. Mais très souvent, nous avons constaté qu'il n'y avait pas assez de focus dans ce qui vient après. Parce qu'en fait, l'audit, c'est juste le point de départ. Et après, c'est très important de faire quelque chose avec le résultat. Et souvent, ça manquait cet investissement dans la résolution des goulots d'étranglement systémiques. Et nous pensons que c'est vraiment très, très important davantage d'investir dans une assurance de qualité de données qui est vraiment euh, amenée au point où les données sont collectées pour qu'il y ait une action immédiate sur les données avant qu'ils remontent l'échelle de la pyramide sanitaire. Donc vraiment se focaliser davantage sur les interventions de routine pour améliorer la qualité des données. Nous voyons aussi plein d'opportunités. Nous sommes dans une ère numérique, donc beaucoup des outils digitaux qui peuvent nous donner des avantages. Notamment, ça peut nous permettre d'introduire des nouveaux indicateurs sur la qualité de données. Il y a des tableaux de bord qui peuvent être utilisés à tous les nouveaux niveaux de la pyramide sanitaire pour les analyses sur la qualité de données. Et ça vous permet aussi de faire un suivi. Mais nous savons aussi que tous ces outils à disposition ne sont pas toujours optimisés dans la pratique. Il y a aussi vraiment un grand intérêt par les partenaires davantage de collaborer ensemble et d'harmoniser davantage pour appuyer les pays. L'OMS, en décembre 2023, à ce sujet, ils ont organisé une consultation entre partenaires pour discuter des différentes approches, des innovations et comment on peut collaborer davantage pour assouplir un peu les différentes demandes qu'on pose aux pays, de vraiment venir harmoniser et appuyer les pays dans la meilleure démarche unifiée pour améliorer la qualité de données. Et comme vous savez, probablement, vous l'avez ressenti, il y a cette poussée globale à l'intégration des services, à la prestation des services de santé primaire. Et nous pensons que c'est quelque chose qui pourrait bénéficier aussi d'être considéré dans comment on renforce le système d'information sanitaire. Il reste encore des opportunités d'intégrer des activités systémiques et nous pensons aussi que c'est le cas pour les interventions sur la qualité de données. Diapo, s'il vous plaît. Donc ici, en fait, un graphique qui va apparaître aussi dans le document et qui résume vraiment notre recommandation. Tout ce que vous trouvez ici dedans, rien à part une activité est spécifique au Fonds mondial. C'est le DQR ciblé qui est mis en œuvre par le
LFA au cas où un DQR national ne peut pas être mis en œuvre. Mais sinon, tous les outils, toutes les approches qui sont présentées ici, que nous recommandons à l'utilisation, c'est des outils qui ont été développés par des partenaires et qui sont déjà largement en utilisation. Nous avons aussi pensé de mieux cadrer ces recommandations sur un cycle stratégique national. Normalement, la plupart des pays, vous avez donc un cycle stratégique de 5 ans et c'est comme ça que nous avons proposé les interventions et leur fréquence. Donc, si on commence un cycle stratégique, nous recommandons de faire un DQR national, si vous le souhaitez, avant le début d'un cycle stratégique pour faire un point de votre système et de la qualité de données. Si un DQR national ne peut pas être mis en œuvre, un DQR ciblé peut toujours être implémenté. La méthodologie est exactement la même, mais la portée elle est moins importante. On cible normalement entre 20 et 40 formations sanitaires. Cela est évidemment pas représentatif au niveau national, mais nous pensons que ça vous donne quand même un bon aperçu des défis systémiques que vous avez en ce qui concerne la qualité de données. Et de toute façon, la majorité d'entre vous, vous savez très bien que sont vos défis. C'est juste de les organiser stratégiquement et donc après élaborer un plan d'amélioration de la qualité de données. Et ce plan d'amélioration de qualité de données, il devrait aussi être établi si la qualité de données est bonne. Parce que peut-être au niveau national, quand vous faites les agrégations, les valeurs vont être suffisantes. Mais si vous regardez au niveau sous-national, je suis convaincue que vous avez chez vous des districts ou des formations sanitaires qui performent moins bien que d'autres et qui donc nécessitent une attention particulière. Donc, c'est aussi important dans le développement d'un tel plan d'amélioration de qualité de données d'avoir une approche ciblée, comme aussi avec les réponses, les ripostes aux maladies. Donc, on a commencé vraiment pour le paludisme, pour la tuberculose, pour le VIH, d'avoir des approches vraiment bien ciblées selon les besoins sur le terrain, en prenant compte de l'épidémiologie locale. C'est la même chose pour la qualité de données. Il faut faire une bonne analyse et savoir où davantage vous devez investir vos efforts, étant donné que les ressources à disponibilité deviennent de moins en moins importantes. Ce plan d'amélioration de qualité de données, il peut soit faire entière partie d'un plan stratégique SNIS, mais souvent dans les plans stratégiques SNIS, la qualité de données est énoncée en tant qu'une priorité, mais on n'entre pas trop en détail. Donc, dans ce cas, vous pouvez toujours le annexer, donc présenter ce plan en tant qu'annexe. Et aussi, très important, ce plan n'est pas du tout pensé à remplacer les stratégies SNIS, mais c'est vraiment une annexe ou une partie intégrale d'une stratégie SNIS. Donc, qu'est-ce qui est proposé? Donc, d'une manière annuelle, il y a la revue documentaire de l'OMS, donc qui est définie dans l'approche sur la qualité de données de l'OMS. Cet outil, qui est en revue documentaire, peut se faire de manière annuelle et elle a été intégrée dans le DHIS2. En fin 2023, UIO a émis le Data Quality Toolkit, donc une boîte à outils pour la qualité de données qui est maintenant disponible et que nous recommandons fortement d'adopter et d'utiliser. Et cet outil est intégré là-dedans. Cela vous donne les indicateurs qui sont donc définis par l'OMS, la complète lutte, cohérence interne, comparaison externe par rapport à d'autres sources de données et cohérence interne avec les données de la population. En même temps, d'une manière plus routinière, beaucoup de pays ont commencé à mettre en œuvre le RDQA, donc Rapid Data Quality Assessment, donc la revue rapide de la qualité de données. C'est basé sur la méthodologie qui a été développée par Measure Evaluation
qui aujourd'hui s'appelle Chizu. Donc cet outil était conçu sur base Excel et aujourd'hui il a été digitalisé, donc numérisé. Tous les liens de ces outils qui sont mentionnés, vous allez trouver dans le document. Donc, nous avons travaillé étroitement avec l'OMS et HISP, Western Central Africa, Chizu et PAF, qui appuient beaucoup de programmes paludisme, surtout peut-être en Afrique australe et du Sud, pour développer un RDQA numérique harmonisé. C'est pour éviter que plusieurs donateurs viennent avec leurs outils qu'ils promouvoient. C'est pour faciliter la vie des pays et éviter la fragmentation, d'avoir un seul pays de supervision que vous pouvez après adapter selon vos besoins. Vous pouvez définir de quelle manière vous voulez le mettre en œuvre. Si c'est d'une manière intégrée que nous recommandons fortement, parce que nous pensons quand vous descendez, le district descend à superviser les formations sanitaires, il faut prendre l'opportunité et ne pas seulement superviser les données de paludisme, mais aussi les autres indicateurs de santé, parce que très souvent, comme j'ai déjà dit, ça va être la même personne qui collecte et rapporte les données, ou même dans des formations sanitaires qui sont d'une plus grande taille, peut-être la collecte se fait par service, mais souvent c'est une personne qui consolide les données dans le rapport mensuel. Donc souvent c'est les mêmes personnes qui sont donc en charge et pour en bénéficier d'une évaluation un peu plus élargie et pas seulement spécifique à une certaine maladie. Nous pensons aussi que ça pourra amener des efficiences ou si jamais il y a un partenaire qui appuie seulement le RDQA pour le paludisme, par exemple, pourquoi ne pas demander au Fonds mondial ou même à Gavi s'ils seront intéressés de contribuer à cette activité et on regarde d'autres indicateurs de santé pour avoir un aperçu un peu plus global de la performance de la qualité de données de cette formation sanitaire. Euh, donc, le dictionnaire national nous donne donc l'exactitude et le RDQA numérique, il nous donne l'exactitude. Il n'est pas, donc, vu que c'est pas mis en œuvre par des acteurs externes au système, nous avons dit exactitude interne, mais c'est quand même une mesure qui est assez parlante. Elle va être disponible plus fréquemment si vous mettez en œuvre le RDQA numérique et pourrait davantage inciter donc de l'action sur l'exactitude de vos données. Et ces deux outils aussi vous donnent l'évaluation du système de suivi de l'action qui ne doit pas se faire peut-être dans le RDQA tous les 3 mois quand vous descendez faire les supervisions. Peut-être cela peut se faire une fois par année ou une fois tous les 2 ans en laissant le temps à mettre en place l'amélioration systémique. C'est à chaque pays de définir à quelle fréquence cette partie de l'outil doit être mise en œuvre. Il y a plusieurs avantages donc, du RDQA numérique. Il y a vraiment une application pratique sur la planification des supervisions. Comme ça, vous voyez quand les supervisions sont planifiées, lesquelles ont été mises en œuvre, lesquelles sont encore planifiées. Vous voyez les équipes qui vont descendre sur le terrain. Quand vous êtes sur le terrain, vous collectez les données que vous pouvez par la suite immédiatement synchroniser dans le DHIS2. Et cela donc vous donne tout de suite l'accessibilité aux résultats de la supervision, ce qui n'était pas possible avec l'outil Excel. Et là, vous pouvez regarder donc les résultats si vous êtes au niveau national, au niveau régional, au niveau district, pour après donc prendre des mesures d'amélioration de la situation. Et cette application aussi contient des recommandations que vous énoncez à chaque fois après la supervision et elle vous permet donc de suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Donc vraiment un atout.
Après, une activité que nous pensons est vraiment essentielle, c'est vraiment de mettre en focus sur l'analyse et utilisation de données, surtout au niveau périphérique. Dans beaucoup de pays, il y a des réunions de validation de données qui sont, entre autres, financées aussi par le Fonds mondial. Dans certains pays, ces réunions se concentrent uniquement sur la validation de données. Donc, vous regardez si les données plus ou moins ça correspond et vous les envoyez à la hiérarchie. Nous avons, avec des fonds catalytiques pendant le GC6, développé une méthodologie en travaillant avec 8 pays dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour donc adapter cette méthodologie et pour d'abord analyser la qualité de vos données, analyser la performance programmatique, interpréter ce que vous voyez, chercher des raisons sous-jacentes pour la sous-performance et après énoncer des actions que vous voulez prendre pour améliorer d'un côté la qualité de données et la qualité de la mise en œuvre programmatique. Et pour faire ça, il y a des tableaux de bord que vous pouvez vous en servir, qui sont inclus dans le DHIS2, soit les tableaux de bord sur les maladies ou intégrés selon les différents niveaux. Et donc la boîte à outils de qualité de données que j'ai mentionnée tout à l'heure, nous avons aussi demandé à UIO de développer des tableaux de bord sur la qualité de données pour le niveau de district pour les formations sanitaires, pour que vous puissiez, lors de ces réunions, vous servir de ces tableaux de bord. Donc, vous avez tout de suite les analyses qui sont automatisées et qui peuvent faciliter et rendre plus rapide la préparation à ces réunions pour la prise de décision. Et là, vous allez donc voir les indicateurs de qualité de données qui seront disponibles à travers les plateformes digitales, que ce soit le DHIS2, mais aussi potentiellement d'autres plateformes digitales. Donc, vous avez la complétude des ensembles de données, la promptitude, mais aussi la complétude des éléments de données, parce que nous voyons beaucoup de pratiques dans les pays que les rapports sont soumis, mais souvent la qualité des rapports, elle n'est pas au top. Donc, il y a des données manquantes ou on met des zéros juste pour pouvoir soumettre en rapport ce qui ne mérite, ce qui ne n'est pas en vrai zéro. Après, il y a aussi donc des analyses de cohérence au fil du temps, cohérence des données connexes et analyse des valeurs aberrantes. Il y a aussi donc la cohérence externe qui peut-être se fait moins fréquemment que les autres analyses. La cohérence des données de population qui se fera en fonction des sources des données de population disponibles et basée sur une pratique qu'on a constatée dans certains pays, nous proposons de travailler sur un indice de qualité des données numériques. C'est quelques pays qui ont commencé à combiner différents indicateurs de qualité des données dans leur DHIS2 pour calculer un score de qualité de données. Nous avons trouvé ça une pratique très intéressante et nous avons donc commencé à en parler avec UIO et l'OMS et nous sommes aussi en train de parler avec d'autres partenaires qui seront très intéressés à appuyer ce travail. Si on peut standardiser donc un indice de qualité de données dans les systèmes numériques qui pourrait être un indice complémentaire de la qualité de données parce que l'exactitude se mesure moins fréquemment, mais aussi en vue qu'il y a quand même pas mal de pays peut-être qui vont commencer à passer à une digitalisation complète de leur système. Et dans ce cas-là, cela pourrait aussi donc donner une appréciation de la qualité de données dans leur système numérique. Donc, tout au long de ce cycle stratégique, il s'agit donc de suivre la mise en œuvre de votre plan d'amélioration de la qualité
et des activités que vous avez retenues avec donc la proposition de vous inspirer de ces activités que, vous, que nous avons présentées sur ce graphe. Diapo, s'il vous plaît. Donc, ici, c'est vraiment une illustration des potentielles activités que nous pensons vont servir à améliorer la qualité de données. Parce que la qualité de données, c'est une partie intégrale du SNIS. Donc, il faut renforcer les fondations d'un SNIS pour par la suite avoir aussi de la bonne qualité de données. Et cela commence donc au début de la chaîne de collecte de données. Donc, d'avoir les outils de collecte et de rapportage disponibles et de bonne qualité, simples, pas trop compliqués, pas chevauchants. Donc, description des postes, mais aussi des procédures opérationnelles standards, partant de la collecte de données, et puis rapportage, analyse, interprétation, etc. Donc, toutes ces étapes et assurance de qualité, toutes ces étapes devront être décrites. Après la formation, il y a aussi les supervisions, mentorat des prestataires qui sont responsables pour la collecte et le rapportage de données. Et tout ça, en fait, adapté à chaque niveau de votre pyramide sanitaire, que ce soit au niveau de formation sanitaire, niveau district, région et pays. Donc ici, nous avons donné quelques exemples des activités. Il y en aura probablement plus, mais c'est pour vous dire aussi qu'est-ce qui peut être considéré dans les demandes de financement auprès du Fonds mondial, soit demande de financement, mais aussi maintenant vous entrez dans les premières reprogrammations du cycle GIS-17. Qu'est-ce qui peut être demandé et qu'est-ce qui va vraiment servir dans l'amélioration de la qualité des données. À la fin, nous avons aussi listé quelques astuces que nous avons mis en place au niveau du Fonds mondial. Donc, nous avons mis en place quelques règles de validation parce que nous avons maintenant passé au rapportage électronique, disons numérisé où c'est possible au Fonds mondial. Et là, donc, on peut intégrer des règles de validation qui nous permettent de rapidement identifier quelques inconsistances pour que nous pouvons rapidement faire le retour au pays pour adapter les résultats qui sont rapportés au Fonds mondial. Diapo, s'il vous plaît. Donc, en résumé, ici vraiment 4 interventions clés que nous pensons seront vraiment, vraiment bien d'être considérées dans vos investissements sur la qualité de données. Évidemment, ça va dépendre sur le niveau de maturité de votre SNIS et c'est surtout pensé pour les portefeuilles de haut impact et core. Les portefeuilles focus peuvent s'inspirer, ils peuvent prendre tout ce qui leur paraît pertinent à leur contexte, mais notre focus reste sur ces pays parce que c'est eux aussi qui reçoivent le plus d'attention en termes de financement et c'est où nous devons vraiment, nous avons un intérêt d'améliorer la qualité de données. Donc, voilà, le premier point, c'est vraiment d'insister d'avoir un plan national d'amélioration de la qualité de données qui est normalement inspiré par le DQR national ou un DQR ciblé. Des fois, c'est aussi intégré dans des évaluations de systèmes de surveillance ou dans les évaluations de votre système SNIS. Après, tous les pays qui utilisent le DHIS2, nous recommandons fortement, dès que possible, d'adopter, formater la boîte à outils de la qualité de données de DHIS2 et à utiliser les nouvelles fonctionnalités. Pour ce faire, vous pouvez demander l'assistance technique des différents HISP qui vous appuient. Après, les pays qui utilisent déjà le RDQA basé sur le format Excel, nous recommandons fortement de passer à la version digitalisée, numérisée. Ça va vraiment vous apporter plus d'avantages, mais ça va surtout permettre à l'utilisation des résultats et le suivi de la mise en œuvre
des recommandations, des activités d'amélioration systémique pour avoir une meilleure qualité de données et beaucoup plus prompte et beaucoup plus rapprochée au point de collecte de données. Euh, et finalement, vraiment penser à renforcer les processus des données qui existent déjà et en particulier en ce qui concerne l'analyse, l'interprétation et utilisation de données. Euh, comme j'ai dit, il y a des processus qui existent. Il s'agit vraiment de peaufiner la méthodologie. La méthodologie que nous proposons, elle est référenciée dans le document avec un lien où vous trouvez des ressources. Et nous pensons fortement que l'utilisation de données va amener une meilleure qualité de données et vice-versa, une meilleure qualité de données va inciter à une plus grande utilisation des données. Diapo, s'il vous plaît. Donc ici, en résumé, les nouvelles opportunités d'indicateurs un peu plus peaufinés sur la qualité de données, parce qu'il y a quand même des limites dans certains indicateurs qui ont été utilisés à ce jour, comme par exemple la complétude de rapportage. Je viens d'expliquer les défis. Dorénavant, peut-être il faudrait davantage se focaliser sur la complétude des éléments de données qui devraient être disponibles dès que vous mettez à jour votre DHIS2. La promptitude reste un défi, donc c'est très important de continuer à le suivre, mais davantage payer attention à ce niveau où c'est le plus faible. Des fois, c'est les données provenant du secteur privé. Des fois, c'est certains districts ou formations sanitaires qui ont besoin d'être un peu motivés ou surveillés davantage. Comme mentionné, nous travaillons avec des partenaires sur un indice de qualité de données des systèmes numériques. Nous espérons d'ici au début de l'année prochaine d'avoir une ébauche sur cet indice et nous allons certainement demander aux pays qui seraient intéressés de piloter cet indice pour davantage le peaufiner avant de le lancer à une plus grande échelle. Euh, et donc, quand vous allez digitaliser le RDQA, l'exactitude sera, la mesure sur l'exactitude deviendra plus fréquemment disponible. Et puis, potentiellement, peut-être on pourrait, et c'est des discussions que nous avons entamées aussi, mais c'est à voir avec l'OMS et d'autres partenaires techniques. Si le RDQA est mis en œuvre avec une assurance de qualité, on peut vraiment s'assurer que la mise en œuvre est de qualité et on intègre un peu un échantillonnage dans son mise en œuvre, potentiellement, on pourrait penser à pouvoir euh, agréger les données pour arriver donc au niveau district, région et niveau central. Et peut-être, ça pourrait, au fur et à mesure, remplacer le DQR national, qui est quand même très coûteux, qui vient donc, qui est pas prompt et ne laisse pas l'opportunité d'agir immédiatement. Mais ça, c'est des idées à poursuivre, donc on n'est pas encore là, mais potentiellement des pistes pour le futur. Voilà. Et diapo, s'il vous plaît. Et avec tout ça, il y a aussi des rôles et responsabilités. Et sur ce diapo, nous avons essayé de résumer les rôles et responsabilités des uns et des autres sur le cycle de mise en œuvre. En rouge, vous allez trouver les acteurs clés, c'est vous, c'est les parties prenantes nationales, c'est les directions du SNIS, de systèmes d'information digitale, c'est des programmes ou d'autres partenaires, c'est les PR, les récipiendaires principaux et d'autres partenaires de mise en œuvre. En partie bleue, c'est vos équipes pays, donc surtout en ce qui concerne l'investissement dans le SNIS et dans la qualité des données. Donc, c'est surtout les experts
en suivi, évaluation et santé publique. En violet, c'est notre équipe, donc MECA, l'équipe centrale de suivi d'évaluation dont je fais partie. Et en vert, donc les prestataires d'assurance qui aident à vérifier sur terrain si les choses se passent bien ou il y a des potentiels d'amélioration. Euh, donc, le cycle commence avec l'élaboration des plans stratégiques où les parties prenantes nationales sont vraiment responsables. Idéalement, et ça j'ai vu dans beaucoup de pays avec lesquels j'ai travaillé, souvent il y a une élaboration d'une feuille de route de mise en œuvre multidonateurs pour voir qu'est-ce qui sont les activités qui sont couvertes, mais qu'est-ce qui sont aussi les gaps qui restent à couvrir et que vous pouvez, au fur et à mesure, aussi soumettre au Fonds mondial lors des reprogrammations durant le cycle d'un cycle de mise en œuvre. Après, le pays présente donc leurs propositions des interventions stratégiques pour l'amélioration de la qualité des données aux donateurs, y inclut le Fonds mondial. L'équipe pays aide à s'assurer que les interventions proposées sont vraiment en ligne avec les directives des partenaires techniques qui correspondent à votre contexte, qui correspondent voilà, à votre contexte, votre maturité de votre système. Et nous donnons aussi du conseil sur certaines interventions. Et quand il y a besoin, il y a aussi des activités d'assurance qui sont programmées à cette étape-là. C'est suivi par la période de mise en œuvre, donc ce que nous sommes en train de vivre maintenant, la mise en œuvre du GC, de cycle GC7. Et donc, c'est vraiment votre responsabilité de maintenant mettre en œuvre les activités pour lesquelles vous avez demandé un financement. Et selon les besoins, il y a donc les activités d'assurance qui sont mises en œuvre. Après, c'est très important de réaliser des analyses du progrès, donc de routines de qualité de données, mais aussi des résultats programmatiques pour améliorer la mise en œuvre, mais aussi voilà, pour rendre les investissements efficients, mais aussi pour pouvoir après, par la suite, avec les équipes pays, discuter des opportunités de reprogrammation pour couvrir des gaps qui existent, mais aussi des nouveaux gaps qui émergent. Nous, selon les besoins, nous sommes là pour appuyer les équipes pays dans ces discussions techniques. Et à la fin d'un cycle, donc c'est vraiment au pays d'évaluer le progrès envers vos objectifs de votre stratégie SNIS, y inclus dans les activités de qualité de données. À ce sujet, vous pouvez, comme vous savez bien, utiliser les ressources du Fonds mondial pour vous appuyer dans ces activités. Et cela reprend, donc mène à un nouveau cycle stratégique pour vous et un nouveau cycle d'investissement avec les donateurs. Donc, nous sommes là à appuyer les équipes pays sur les choix d'intervention ou aussi de les orienter vers certaines assistants techniques ou vers certains partenaires. Et nous essayons aussi de collaborer au maximum possible au niveau global pour vraiment essayer d'amener les partenaires ensemble pour trouver des nouvelles opportunités d'harmonisation pour ne pas fragmenter l'appui au pays davantage et puis aussi pour trouver des efficiences qui vont devenir de plus en plus importantes. Et c'est très important dans ce cycle que chacun respecte leur rôle et responsabilité pour avoir le meilleur impact avec les ressources disponibles. Diapo, s'il vous plaît. Donc, dans le document lui-même, vous allez trouver quelques orientations complémentaires. Donc, nous avons listé des références. Tout ce que j'ai évoqué, il y a des liens dans le document directement aux outils mentionnés, sauf au RDQA numérique harmonisé. On n'a pas encore un lien pour cet outil, mais si vous voulez davantage des informations, contactez votre équipe pays et nous pouvons vous mettre en contact avec les HISP qui pourront vous appuyer dans son mise en œuvre.
Après, vous avez aussi un arbre décisionnel pour vous guider dans quelle intervention de qualité de données choisir. Et aussi un document qui vous aide à vraiment planifier pour les activités qui, en fait, sont aussi des activités systémiques, mais qui aident à améliorer la qualité de données. Ces directives, donc évidemment, peuvent être utilisées lors des préparations de demande de financement, mais aussi quand vous faites vos reprogrammations. Et je crois que c'est un moment de reprogrammation, donc n'hésitez pas de jeter un coup d'œil pour voir s'il y a peut-être des lacunes que vous pourriez considérer et discuter avec vos équipes pays. Nous avons aussi intégré un tableau un peu plus peaufiné avec plus de détails des indicateurs de la qualité de données existants et futurs qui vous pouvez faire référence. Et, au fur et à mesure, nous allons aussi voir si jamais, voilà, nous allons passer au suivi d'autres indicateurs autres que la complétude et la promptitude. Et nous voudrions aussi donc faire référence au cadre d'assurance de qualité des statistiques sanitaires des pays de l'OMS qui est en train d'être finalisé. Diapo, s'il vous plaît. Donc, comme je vous ai mentionné, je crois, déjà lors de cette présentation, en décembre 2023, l'OMS a organisé une consultation entre partenaires pour regarder comment on peut harmoniser davantage, quelles sont les innovations utilisées par les uns et les autres pour mieux appuyer les pays avec les investissements des donateurs. Ici, vous avez les listes des partenaires qui ont participé et donc le document sera bientôt finalisé et je suis convaincue que l'OMS va faire une dissémination, mais nous allons aider à cette dissémination dès que le document est sorti. Nous allons passer cette nouvelle aussi à travers vos équipes pays. Et juste pour vous dire, tout ce que je viens de dire s'aligne entièrement sur ce document directif de l'OMS. Nous sommes complètement alignés. Et d'ailleurs, nous cherchons des volontaires qui seront intéressés pour piloter ce que je viens de dire dans une approche vraiment harmonisée. Donc, si dans votre pays, vous avez Gavi, il y a une frappe, donc ça doit être GFF, pas GGF. GFF et le Fonds mondial, si vous êtes intéressé de mettre en œuvre cette approche, n'hésitez pas de contacter votre équipe pays et nous allons voir comment on peut procéder. Si on dit donc que nous voudrons appuyer avec les partenaires, ça veut dire aussi qu'il y aura des potentielles contributions des autres partenaires de financement de ces activités. Donc pas uniquement de côté Fonds mondial. Diapo, s'il vous plaît. Et voilà, c'est la fin de la présentation. Et maintenant, on peut donc procéder à vos questions ou commentaires. Donc, Roger, merci beaucoup pour la première question. Tous les liens tous les outils disponibles sont dans le document. Donc, la version anglaise, peut-être on peut la mettre aussi sur la réponse quelque part, est déjà disponible et nous allons vous disséminer la version française d'ici fin de cette semaine. Donc, pour que vous ayez l'accès à ces différentes références que j'ai mentionnées. Deuxième, Daniel UGP. C'est le Togo, n'est-ce pas, Daniel? Content de vous lire. Oui, tout à fait. Donc, le RDQA dispense de la vérification par rapport aux documents sources. Donc en fait, quand on parle de RDQA, je crois on peut le mettre en œuvre à différents niveaux, mais ce que nous pensons est le plus pertinent, c'est la supervision du district au niveau des formations sanitaires. Et donc, l'outil est digital, mais dans l'outil, vous allez quand même regarder ce qui est dans les documents sources, donc les documents papier, et qu'est-ce qui a été rapporté.
le RDQA numérique, il vous permet de collecter les données de cette vérification dans un outil numérique. Mais la vérification va se faire contre les documents sources papier. Donc, c'est tout à fait ça. Docteur Anakli, très contente de vous relire aussi. Il y a une problématique sur la promptitude des données avec la version actuelle d'IHIS2. C'est-à-dire que si on fait une correction des données dans le formulaire saisie d'IHIS2, la promptitude tombe à zéro. Comment résoudre? Et cela de façon automatique, car il y a aussi la méthode manuelle qui n'est pas maîtrisée ou suivie par vous tous, c'est-à-dire les agents de saisie. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un, il y a Kofi ou Edem qui sont dans l'appel parce que c'est très... Alors, Edem, Kofi. Donc, je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas une experte d'IHIS2. Mais si jamais il y a Edem ou Kofi qui vont se joindre, mais je peux faire transférer cette question à eux pour vous revenir, docteur Anakli. Désolée pour ça. Si jamais, voilà, il y a Kofi ou Edem, s'il vous plaît, si vous pouvez lever la main. Voilà, et il y a des mains levées maintenant. Donc, Brahim Amar, si vous voulez. Merci beaucoup. C'est Brahim Amar qui est le coordinateur du système national d'information sanitaire de la Mauritanie. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Il y a un peu bruit de fond, mais je vous entends. Oui, mais quand même, j'ai juste des questions. La première, comme M. Eden est... Bon, j'avais des questions, mais comme Eden est en ligne avec nous, je crois que nous avons ici présentement une présence de IPS avec nous pour la vaccination et pour aussi les autres programmes tels que l'ATD. C'est-à-dire on va en profiter, il est venu pour la vaccination, mais on profite encore pour les autres programmes, pour tout notre SNIS. Donc, comme Eden est en ligne, ma question, c'est la numérisation des RDQI au niveau du DHS2, parce que nous avons un plan national d'amélioration de la qualité des données que nous utilisons souvent dans les supervisions des RDQI, mais sous forme d'échantillonnage au niveau des structures et d'analyse, d'évaluation de la qualité des données au niveau des structures. Mais ma question est là, est-ce que le consultant IPS avec nous maintenant pourra nous faire ça dans le... Quelle est votre question par rapport à cela? Est-ce qu'elle est très technique ou d'une manière générale? Technique, c'est la numérisation des RDQ dans des HS2 que vous venez de dire. D'accord. Vous êtes intéressé par la numérisation? On a déjà un plan national d'amélioration de la qualité des données que nous avons fait avec Expertise France. Oui. Qu'on a déjà testé sur des wilayas, mais ça se fait on le fait manuellement. Mais si on a déjà un outil numérisé, oui, ce sera très bon. Ça, c'est pour les DHS2. Mais ce qui est pour la qualité des données, moi, je crois que tant qu'on n'a pas encore intégré le tracker pour le suivi du patient, c'est-à-dire en implémentation de ce suivi individuel tracker, en intégrant l'identifiant de l'état civil, le CRFS, ça, on va vraiment essayer de résoudre le problème de la qualité des données. Oui. Donc, ça, c'est un projet chez nous qu'on va essayer de faire et d'avoir cette année 2025, avec bien sûr on a un chantier quand même qui va... On a déjà commencé cette réforme partielle par les trois pathologies, SIDA, PALI et VIH.
qu'on vient d'intégrer, paramétrer dans tout le HSU, le package CB, tout est paramétré, on vient de faire des formations. Et tant qu'il n'y a pas encore la culture d'utilisation de l'information, il faut savoir que ça ne sera jamais de qualité. S'il y a la culture et la culture, Oui, il faut que ces acteurs, tous ces acteurs soient bien formés sur le processus et sur la base de données de HSU, avec bien sûr la oui, création des dashboards par programme, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un chantier vraiment qui a été déjà commencé avec le Fonds mondial. Et je crois qu'il faut le bien suivre dans la prochaine subvention pour arriver vraiment à des données de qualité au temps réel pour qu'on puisse sauver des vies. Tant qu'il n'y a pas de données de qualité au temps réel, ce n'est pas la peine. On ne va pas avancer. Il n'y aura pas de prise de décision exacte. Et je crois qu'au niveau de la santé, si on a des données de qualité au temps réel, on peut déjà sauver des vies. Bon, j'ai tout à d'autres fait. questions, mais comme je suis dans un autre atelier, je suis à côté d'un bruit là Je m'excuse, mais je vais suivre quand même avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, je vais faire passer le message à Edem que vous êtes intéressé par la numérisation de RDQA. En ce qui concerne la qualité de données dans le tracker, donc la boîte à outils qualité de données, pour l'instant, elle se réfère aux données agrégées dans le DHIS2. Mais UIO, ils sont aussi prévus de travailler sur des solutions de qualité de données dans les trackers. Donc, c'est quelque chose qui va venir. Donc, gardez vos yeux et vos oreilles ouverts. C'est quelque chose qui est prévu dans le pipeline. Merci beaucoup. Docteur Blei? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ok. Bonjour à tous, c'est Docteur Vlei, responsable suivi évaluation UCP Côte d'Ivoire. Moi, j'ai deux préoccupations. En fait, au niveau de la Côte d'Ivoire, on vient juste, vraiment, on voulait dire merci à l'équipe de EDEM qui sont venus 2 semaines en Côte d'Ivoire. On a pu effectivement faire le paramétrage pour le RDQA numérisé dans le DHIS2 et aussi commencer le processus ADES. Et au niveau de l'instance test, on a pu parachever en Côte d'Ivoire. Maintenant, il reste juste le lien et le code que le Fonds mondial le référent au niveau de l'équipe pays doit nous donner. Donc, vraiment, on voulait dire merci à l'équipe d'EDEM. Ma question, c'est le fait que au cours du paramétrage, on s'est rendu compte que, surtout la boîte à outils, parce on a fait les trois processus, RDQA et supervision digitalisée. Le RDQA, on a pu finir, mais la supervision, les grilles étaient tellement un peu trop de différence dans les grilles. Donc, il y a encore une analyse et une validation interne au pays. Donc, on n'a pas pu. On a fait aussi la boîte à outils et puis ADEX. Au niveau de la boîte à outils, on s'est rendu compte que euh, tout est venu avec un certain nombre VIH, tuberculose, palu directement qui était dans la boîte en ligne et il y avait de nouveaux indicateurs contractuels pour le palu et pour le VIH qui n'étaient pas dans les outils, qui n'étaient pas paramétrés directement dans la boîte à outils et au niveau de ADEX aussi. Donc, on n'a pas pu les intégrer. L'équipe d'EDEM qui a travaillé avec IFS Côte d'Ivoire plus les responsables du SNIS de Côte d'Ivoire ont demandé qu'on puisse se référer un peu à l'équipe pays et à ceux qui gèrent ça pour voir comment est-ce que ça pourrait être paramétré dans le système pour qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on puisse l'activer et l'utiliser. C'était ça ma première question. Maintenant, la deuxième chose, effectivement, nous, en Côte d'Ivoire, dans les Next Steps, il y a les formations et dans le GC7, on n'avait pas vraiment de budget pour ça, mais l'équipe pays nous a rassurés sur les besoins, mais on voulait quand même saisir cette opportunité-là d'échange pour dire que on va certainement reprogrammer pour les formations. La dernière chose, c'est le fait que au début, on s'était bien rendu compte que le RDQA digitalisé
était vraiment focus sur les sites, c'est-à-dire district vers les sites. Mhm. Et ils ont dû faire appel, EDEM, qui était au pays, a dû faire appel aux équipes de Shizou pour pouvoir voir comment paramétrer les aspects districts pour Mhm. que les autres niveaux puissent faire l'exercice. Bon, ce que nous ont expliqué, c'est qu'il faut prendre en compte l'ensemble des sites dans un district pour pouvoir arriver au niveau district. Parce que le PNLP Côte d'Ivoire qu'il utilisait à travers le Malaria RDQA, il utilisait le district en nommant comme un site, mais il le Mhm. renommait. Voilà, donc on s'est confronté un peu à cette difficulté. Voici un peu, euh, Mhm. Mhm. voilà, mes questions. Mhm. C'est, voilà, la première, comment on fait en sorte que tout ce qui n'est pas paramétré au niveau de ADEX et de la boîte à outils comme indicateur PALU et VIH puisse l'être. On nous a dit de s'adresser à vous. Et la deuxième chose, on aura besoin de fonds supplémentaires, donc on va reprogrammer. C'est un peu une information. Normalement, l'équipe pays nous a déjà Ouais. donné instruction là-dessus. Et puis, la dernière chose, c'est vraiment parachever l'utilisation au niveau supérieur parce que tout était vraiment en direction site. Voilà. Merci infiniment pour cette opportunité et nous, on est en train de l'expérimenter. C'est vrai que ça fait juste, on vient juste de terminer le paramétrage. On est encore dans les tests et finaliser les guides. Et puis après, passer aux pré-tests, pilotes et les formations. Mais bon, vraiment, c'est très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Dr. Lee. En ce qui concerne la première question, donc les indicateurs qui n'ont pas été paramétrés, juste pour ma compréhension, ils sont dans le SNIS, mais ils ne sont pas paramétrés dans ADEX ou dans le RDQA ou... Euh, oui, dans le DHIS2, parce que ce qu'on a compris, c'est que quand la boîte à outils est venue, il y avait déjà une certaine liste qui Oui, était paramétrée dedans. Ils sont dans le DHIS2, mais ils ne sont pas dans les éléments qui sont venus avec la boîte à outils. Donc, on ne pouvait pas les ouais, sélectionner et les lier. ouais. Oui, donc ADEX bon, ADEX déjà c'est vraiment une chose à part. Donc c'est vraiment les indicateurs qui sont dans les cadres de performance du Fonds mondial et on fait donc on regarde ce qui est dans le SNIS national et puis on fait cette correspondance. En ce qui concerne dans la boîte à outils et aussi le RDQA, c'est des versions défaut. C'est des versions qui existent, mais qui doivent être adaptées au contexte national. Donc, s'il y a des indicateurs qui sont dans le SNIS national et manquent dans la boîte à outils ou dans le RDQA, évidemment, il faut les paramétrer. Et pour ça, c'est l'appui technique de HISP qui doit intervenir. Mais tout nouveau outil qui est générique doit toujours être adapté au contexte national parce que ce contexte va varier entre les pays. On essaie avec les outils des génériques de donner euh, une communalité, là, voilà, une base, mais la base ne va pas correspondre à tous. Donc ça, c'est vraiment un sous-entendu à chaque fois que des outils génériques sont proposés au pays. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y a ces adaptations à faire. Et ça va aussi être le cas dans d'autres pays d'ailleurs. Et aussi pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays où on lance le RDQA digitalisé. Donc, vraiment félicitations. Et puis, il y a évidemment aussi des leçons apprises pour améliorer. On collecte aussi maintenant les leçons apprises dans l'installation de la boîte à outils, mais aussi dans le RDQA numérique. Et l'idée, c'est vraiment qu'on peaufine, qu'on améliore avec l'expérience dans les différents pays. Donc aussi, merci pour la patience qu'on apprend tous ensemble. En ce qui concerne les ressources, oui, euh, c'est vrai, et beaucoup vont être dans le cas où peut-être les ressources n'ont pas été prévues, mais nous, au Fonds mondial, nous allons faire des analyses d'absorption des modules de MNI, de suivi d'évaluation pour tous les portefeuilles.
Nous attendons juste que les données nous avons reçu par le rapport d'avancement, les données financières qui ont été rapportées pour la première période, le premier semestre, qui devient disponible en interne parce qu'on a eu un petit couac technique et nous allons faire une analyse sur l'absorption. Parce que historiquement, le budget Suivelation à travers les portefeuilles a été absorbé seulement de 70%. Et vous savez bien qu'il y a des activités, comme par exemple les supervisions, qui ne peuvent pas être rattrapées. Et nous voulons faire, donc, systématiser ces analyses, les donner à nos équipes pays pour qu'ils puissent voir qu'il y a un potentiel réinvestissement qui peut se faire pour appuyer ces activités. Et en Côte d'Ivoire, je sais que l'équipe pays est très, très disponible à appuyer ces activités. Il faut maintenant faire ces analyses d'absorption et voir où est-ce que sont les disponibilités pour réinvestir dans ces activités. Et ça, c'est une activité qui doit se faire dans tous les portefeuilles parce que ça serait vraiment dommage de ne pas utiliser les 30% que nous avons toujours laissés de côté, donc les 30% cumulativement pour tous les portefeuilles. C'est des grands montants, mais vraiment entrer dans cette logique de réinvestissement, reprogrammation. Et aussi, en tant que pays, c'est toujours ce que je disais quand je travaillais avec les pays, il faut vraiment avoir cette proactivité de venir vers les équipes en disant, nous n'avons pas dépensé ça, nous voudrions implémenter cette activité stratégique en utilisant les économies de cette activité-là. Et je suis sûre et certaine que les équipés vont être très ouverts à vous appuyer dans ce sens-là. En ce qui concerne l'adaptation de l'outil pour inclure le niveau district, oui, c'est vrai. C'est peut-être que ça n'a pas été formaté parce que finalement, nous pensons que le niveau le plus important, c'est notre avis, c'est les supervisions du district vers les formations sanitaires, parce que c'est là où les erreurs commencent. Et c'est là où on doit vraiment veiller à améliorer la qualité des données. Parce que si on monte les niveaux, après, ça dépend des pays, parce qu'il y a des pays qui saisissent les données en formation sanitaire déjà dans le système digital. Donc, de nouveau, ça reste la priorité. Si c'est saisi au niveau district, donc en fait, c'est là où on peut faire la comparaison de saisie des rapports qui arrivent au niveau district de formation sanitaire version papier vers le DHIS2. Mais si les erreurs sont déjà intégrées dans ces rapports mensuels qui proviennent de formation sanitaire, c'est trop tard parce qu'on va capter juste les différences entre ce qui est dans les rapports et ce qui est saisi dans le DHIS2, mais pas toutes les erreurs qui ont été intégrées dans le rapport mensuel. C'est pour ça que nous avons quand même pensé que ça, c'est le niveau le plus important. Mais évidemment, le RDQA, après, il peut être configuré selon les pratiques et les besoins des pays. Donc, je voulais juste clarifier cela et que, voilà, maintenant, on fait ces adaptations en Côte d'Ivoire et potentiellement d'autres pays qui voudront aussi considérer ce niveau, qui est pour eux aussi important, pourront déjà, en fait, puiser sur les adaptations qui ont été faites chez vous. Donc, dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Donc, merci d'avoir la patience d'expérimenter avec nous sur ça. Prochaine question, Pacifique. La version numérique est-elle une application qui peut être... Donc, l'application du RDQA, donc le RDQA numérisé, c'est une application dans le DHIS2, oui. Et voilà, c'est évidemment, le Fonds mondial ne priorise pas un système digital sur un autre, mais c'est vrai que vu que dans la sous-région et dans beaucoup de pays que nous appuyons, DHIS2, c'est quand même l'outil qui a été sélectionné par le pays. Beaucoup ce que nous soulevons ici, c'est basé sur le DHIS2, mais évidemment, de telles fonctionnalités
devront aussi être installés dans d'autres plateformes numériques. Voilà, juste pour dire qu'on est agnostique, mais que quand même beaucoup de pays travaillent avec le DHIS2, d'où tellement de références par rapport à ça. Merci, Nucha. Non, c'est pas vrai. En fait, le RDQA digitalisé est lié avec le SNIS national. Donc, quand vous planifiez vos supervisions, vous pouvez sélectionner n'importe quel indicateur qui est dans le SNIS national, dans le DHIS2 national. Et il y a des pays qui ont fait, donc, parce que c'est un outil qui existe, qui est basé sur le format Excel. Beaucoup de pays l'ont déjà mis en œuvre et c'est vrai qu'il a été mis en œuvre verticalement. Donc, dans certains pays, ça a été mis en œuvre par les programmes VIH, palu et tuberculose, rarement intégré, même si avec les pays où j'ai travaillé, j'ai quand même essayé de le faire d'une manière intégrée. Donc, tout peut être sélectionné selon les besoins. Et ce qui, je trouve, est formidable dans cette numéralisation, vous regardez les données dans votre DHIS2 et vous pouvez définir les critères selon lesquels vous allez sélectionner déjà vos sites que vous voulez superviser, mais aussi les indicateurs que vous voulez superviser. Donc, soit vous pouvez, par exemple, décider que vous voulez regarder la performance du programme tuberculose davantage, ou le programme paludisme et programme VIH, ou vous voulez regarder la complétude ou la promptitude des données est faible. Et c'est comme ça que vous sélectionnez vos sites. Et pas tous les sites vont nécessairement avoir les données tuberculose ou VIH, mais il y a des sites où les trois vont être présents. Donc, c'est vraiment un outil qui vous donne l'opportunité de le adapter selon vos besoins, selon les besoins de programme. Mais on veut quand même recommander l'option quand vous pouvez l'intégrer, nous pensons que c'est une opportunité d'intégrer, parce que si les gens qui appliquent le RDQA, ils ont été bien formés, des gens sont des spécialistes de santé, ils connaissent comment les données sont collectées, ils connaissent les indicateurs de santé, ils peuvent appliquer le RDQA à différentes maladies. Donc, c'est pensé d'être appliqué vraiment d'une manière intégrée, mais finalement, c'est le pays qui va faire son choix. Roger, est-ce que le RDQA numérique ne va pas se heurter aux problèmes d'instabilité d'application DHIS2? Au Cameroun, on fait beaucoup face. Donc, le RDQA peut être mis en œuvre sans connexion. Et après, quand vous pouvez synchroniser les données quand vous allez avoir la connectivité. Donc, il y a cette possibilité exactement pour ces problèmes. Et je ne sais pas si c'était un peu la question à laquelle vous faisiez référence. Mais tout ça, donc, quand vous êtes partant, vous voulez le mettre en œuvre, et je crois que c'est le cas pour le Cameroun. Donc, c'est vraiment regarder avec l'appui technique que vous allez recevoir de HISP, de discuter de vos défis et comment faire face à ces défis. Mais il y a une option hors connexion. Donc, il y a plus de mains levées. C'est bon. Donc, je ne sais pas, peut-être s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de mains levées. Nous pouvons donc, je crois, conclure cette session. Donc, je vous remercie vraiment pour votre présence, pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Donc, comme promis, nous allons communiquer dès que possible la version française de ces directives. La version anglaise, elle est déjà disponible sur le site
web que donc n'hésitez pas à engager avec vos équipés pour son mise en pour voir comment certaines activités qui n'ont peut-être pas été prévues dans le financement Fonds mondial, comment vous pouvez utiliser les reprogrammations pour avancer sur ces interventions que vous pensez pertinentes dans votre contexte. Je crois qu'il y a une question qui est arrivée. Oui, on a aussi deux mots à si on peut donner la parole pour elle aussi. Oui, c'est Dr. Meshak Mutombo du PNLP, Kinshasa. Je Bonjour. demandais si c'est Oui, je demandais si c'est possible qu'on ait la présentation, parce que là où nous sommes, nous avions des soucis, nous avions eu beaucoup de soucis pour nous connecter, mais voilà que vers la fin, on entre et vous êtes à la fin. D'accord. Oui, bien sûr, la présentation et l'enregistrement de cette session sera disponible. Euh, je crois il y a le lien qui va être partagé. Juste pour vous dire, pour la RDC, nous avons prévu plein de bonnes choses aussi qui ont été donc mentionnées lors de cette présentation. Donc, il y a un appui qui est programmé pour la mise en œuvre de RDQA numérisé ensemble avec Chizu, avec PAF, l'installation de la boîte à outils dans le DHIS2, la mise en place d'un plan d'amélioration de la qualité des données. Donc, tout ça est vraiment prévu en RDC, mais vous avez le lien où vous allez pouvoir regarder la présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les envoyer à travers votre équipe pays et je serai là à répondre selon les besoins. Ok, merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant. Je crois qu'il y a eu une harmonisation sur Tout à fait. les process Tout entre PMI à travers Chisu. Il y a l'équipe PAT avec sa boîte à outils Mhm. et ce que fait la DSINIS. Tout à fait. Ok, alors Tout à là, fait. j'ai vraiment l'idée parce que c'est un travail que nous avions fait ensemble. Merci beaucoup. Oui, ouais, tout à fait. Ça s'aligne vraiment avec ce travail. Donc, vous êtes déjà en train de faire ce que je viens de présenter aujourd'hui. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Euh, alors, la question de Ernest, il n'y a pas la totalité, je crois. À mon entendement, le DQA numérisé reste toujours une analyse de bureau qui doit être complétée par une descente du terrain. Il y a les deux options. Donc, c'est le DQA, la revue documentaire de l'OMS, n'est-ce pas? Donc, il y a deux options. Soit on fait juste, on fait donc l'analyse au niveau revue documentaire, ou elle peut être complétée sur une descente sur terrain. Mais cette descente sur terrain peut facilement être remplacée par le RDQA numérisé parce que la méthodologie et le contenu est le même. Donc, en fait, ce qu'on a fait dans l'harmonisation de RDQA numérisé, c'est partir de les directives de l'OMS et on a adapté selon ce que Chizu aussi mettait en œuvre pour le paludisme dans certains pays. Et on vous propose une approche harmonisée que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, doit évidemment être adaptée à chacun des pays pour refléter leur contexte et leurs besoins. Voilà. Et il y a encore une main levée de Meshach, si je prononce bien. Meshach Mutombo, vous voulez parler? Mes excuses, c'est l'ancienne main que je suis en train Ah, de désactiver. ok, désolé, désolé, Ouais. désolé. Très bien, très bien. Donc, merci beaucoup pour ces questions supplémentaires. Et comme vous voyez, il y a des activités qui ont déjà lieu dans beaucoup de pays.
Mais si jamais vous avez des questions supplémentaires, c'est vraiment à travers vos équipes pays. Donc, il y a une nouvelle membre, Bernadette, s'il vous plaît. Vous êtes encore là, Bernadette? Je crois non, Joanna. Elle est partie. Elle est partie, d'accord. Ouais. Et je crois que maintenant on peut On va fermer. clôturer, je crois. Ouais, Ouais. ouais. Donc, merci, grand merci aux participants. Nous restons en contact. N'hésitez pas de nous faire signe comment on peut vous appuyer. Et j'aimerais aussi remercier l'équipe de communication qui nous a aidés de programmer et dérouler cette session d'information. Merci beaucoup à tout le monde et bon fin d'après-midi. Au revoir.